Une. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal s'en vient dans quelques instants nous parler de la taille de l'État. Parce que c'est de plus en plus gros, cette grosse bébite-là, qui était déjà pas mal grosse. On se rappelle François Legault, lorsqu'il a fondé la CAQ, lorsqu'il a été élu pour la première fois, il nous disait non, mais moi, je vais m'attaquer à ça, on va créer des emplois. Ben, écoute, depuis 2019, il y a effectivement 430 000 et quelques emplois qui ont été créés au Québec, sauf que tu en as, parmi les 431 200, 237 300 qui ont été créés dans le secteur public. Ça m'a rappelé, Karima, notre discussion hier avec Jacques Letourneau, qui nous disait la révolution tranquille, la prochaine, s'il y en a une qui s'en vient, faut pas qu'elle soit de droite, faut qu'elle soit par en avant. Moi, j'ai comme une idée, moi. La prochaine révolution tranquille, on l'essaye-tu à droite? C'est-à-dire, ce gros État-là qu'on a bâti, ce gros éléphant-là qu'on a shooté aux stéroïdes, on y impose-tu une cure minceur? Tiens, juste pour essayer. Mais là, mais c'est toujours, quand tu regardes dans comme on dit, le diable est dans les détails, ça dépend de quel type d'emploi. Si c'est le côté un peu bureaucratique, puis on a l'impression qu'il y a moins de personnes sur le terrain, bien, des fois, effectivement, c'est problématique. Mais quand tu parles des emplois dans le secteur public, est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne sais pas si c'est des infirmières, des éducateurs spécialisés dans le domaine ou dans des emplois comme ça dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, ça fait partie du secteur public aussi, tu vois un peu. Puis ça fait une vraie différence. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, on dit ça. Oui, il faut couper dans le gras, il faut régime minceur et tout ça. Mais dès que tu arrives, puis que là, il y a les compressions qui se passent, puis qu'on décide de réduire, et là, s'il y a un impact sur les services aux citoyens, bien là, les gens sont les premiers à chialer aussi. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui est quand même pas évident. Et ça me fait penser aussi à ce qui s'était passé du côté des États-Unis. Rappelle-toi, avec le fameux DOGE, c'était de dire, bon, ben là, on va aller couper. Il y a plein de programmes qui sont un peu inutiles. Il y a de l'argent qui est dépensé pour rien. Et on a fait des coupes, tu sais, à la tronçonneuse, là. Puis rappelle-toi aussi, là, en Argentine, à Fuera, ben ça a quand même porté, il y a quand même des éléments qui ont porté leurs fruits avec tout ça. Mais tu sais, au début, c'est que ça fait mal. Est-ce qu'on est prêt à vivre cette période-là aussi où ça va être un peu plus compliqué, où il va y avoir peut-être des impacts sur les services, où ça va être déstabilisant? Moi, je sais pas si les gens sont prêts tant que ça. Tu sais, les gens sont prêts à chialer vite. Moi, je sais qu'on n'est pas prêts. Mais c'est ça. Les gens, ils chialent, mais... Tu sais, après ça, si ça a un impact à moyen terme, à court, moyen terme, c'est sûr que ça a un impact. On dirait qu'on n'est pas prêt à vivre avec ça. Non, parce qu'on est bien. Tu sais, on est bien, là. Fait que, tu sais, tu veux, non, wow. Tu veux faire quoi exactement, là? Tu veux shaker à la chaloupe, là, on est bien. Mais en fait, on pense qu'on est bien. Mais c'est parce qu'on met ça sur sa carte de crédit, puis sa carte de crédit, puis sa carte de crédit, puis ça coûte cher. Moi, il y a un truc que j'ai appris en entrevue. Ici, on fait des entrevues, c'est ça notre métier. Je recevais beaucoup et souvent des syndicats de fonctionnaires. Et je leur disais comment ça se fait que les services sont pas meilleurs, sont pas plus nombreux si la taille de l'État augmente, si la taille de la fonction... Et on me répond toujours la même affaire. On me dit non, c'est pas nous autres, c'est pas nous qui sommes des cols blancs, c'est plus des décideurs en haut, c'est ça la masse de gens qui a augmenté. Puis là, tu te dis, OK, mais sont où ces gens-là? On peut-tu leur parler? On peut-tu savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Parce que, ultimement, tu l'as dit, moi, plus d'infirmières, je signe pour ça. Mais plus de directeurs du pousseur de crayon, du département des poussages de crayon, BIC, ça, j'en veux pas plus. Ah non, ben là, j'en veux pas plus parce que j'ai toujours pas compris à quoi ils servent. Je le sens pas, je la sens pas l'importance. Il y a le petit vent, des fois, tu as un petit vent qui te rentre dans la face, il se passe quelque chose, je le sens pas. Mais tu penses pas que c'est facile en même temps? On dit ça, puis c'est... Non, mais pour vrai, parce que moi, j'ai l'impression que c'est souvent le truc facile. On imagine toujours des espèces d'emplois inutiles, puis cachés là, dans des bureaux sombres, là. Les gens qui disent, ben moi, je reçois les appels, puis je suis en train de faire telle chose, puis je sais pas, là, je m'occupe sur la question des impôts, ou que je réponds pour la Société d'assurance automobile du Québec. Ben oui, là, je suis là, puis je suis un fonctionnaire, mais je réponds à la clientèle aussi, tu vois, un peu, puis c'est comme... On met ça sur le dos un peu de la bureaucratie. Oui, tu as raison, mais moi, je comparerais l'employé de Revenu Québec qui répond au téléphone à l'infirmière. Ça, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Ça, j'en veux peut-être plus. Ils nous disent même, d'ailleurs, l'Agence du revenu du Canada, ils viennent nous dire que leurs employés sont en dépression, sont en burn-out, qu'il y en a qui se suicident, il y en a qui sont plus capables. Puis là, je leur dis tout le temps, pourquoi?
La taille de... Ils me disent, non, on n'a pas plus de collègues, nous. C'est au-dessus de nous autres. Puis eux autres, je veux savoir c'est qui. J'aimerais savoir c'est qui. Tout à fait. De ça, il y a des redditions de comptes aussi sur qu'est-ce qui est utile, moins utile. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Mais tu sais, ça va au-delà de ça. Là, ça va au-delà même des emplois comme tels. Quand on pense à certains programmes, on en a parlé cette semaine. Tu sais, des programmes, des fois, à l'international, là, on met notre argent là-dedans. Il y avait des affaires sur, tu sais, en lien avec l'égalité des genres, je ne sais plus trop dans quel pays. Femmes réfugiées handicapées en Jordanie. Tu sais, je te dirais, OK, c'est pas que... Ben, c'est ça. À un moment donné, on est pour la vertu, là, mais, tu sais, je veux dire, ces programmes-là qui sont à l'autre bout du monde, qui sont pas nécessairement dans des contextes d'urgence, du genre, je sais pas, il y a un tremblement de terre, il y a une guerre, on aide les gens. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est des problèmes ultra spécifiques, puis c'est des millions de dollars aussi. Ben, faites le ménage. De grâce, faites le ménage. Je te trouve dur quand même. Le truc en Jordanie, les enfants handicapés, réfugiés, je te trouve dur parce que je trouve que ça a une importance primordiale au Québec, surtout au Canada. Merci. Bonjour, Gabriel Giguère. Bonjour. Je te remercie d'avance. Analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. On va commencer depuis le début. Quand on dit la taille de l'État a augmenté, comment on peut le chiffrer, ça? Comment on peut le comprendre? Il faut le comprendre. Il y a plusieurs ordres dans le gouvernement. On a le municipal, le provincial, le fédéral. Puis quand on regarde les données statistiques Canada, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup augmenté. On parlait d'un peu plus de 230 000 emplois dans le secteur public qui vient conjuguer ces trois ordres de gouvernement. Et donc, un des éléments, puis je t'avais entendu la semaine dernière, Rémi, ça m'avait fait sourire parce que moi aussi, ça m'avait étonné quand j'ai appris que le gouvernement, en fait, les employés du secteur public du Québec, pas juste du fédéral, mais vraiment que du Québec, avaient dépassé 600 000 équivalents temps plein. Mais quand on regarde ça depuis l'arrivée de François Legault au pouvoir, donc depuis environ... Mon repère est environ janvier 2019, même si c'est un petit peu avant là, pour les données. Ce qu'on constate, c'est que c'est plus de 100 000 équivalents temps plein qui ont augmenté au Québec. Donc, du 237 000, on le sait, là, assurément que le Québec est responsable de 50 %. On le sait que le municipal aussi, le fédéral un petit peu moins, mais on le sait tout à fait que sous Justin Trudeau, c'est une explosion de plus de 100 000 fonctionnaires, mais c'est pas seulement au Québec. Donc, avec ça en tête, on se dit... Il y a eu une augmentation de plus de 237 000 emplois du secteur public entre janvier 2019 et janvier 2026. C'est 55 % de ce qui a été créé au Québec. On crée des emplois dans le secteur public au Québec. Quand on regarde d'ailleurs au Canada, puis là, c'est là que ça devient intéressant comme analyse, c'est de voir, est-ce qu'on fait bande à part? Oui, sauf avec la Colombie-Britannique qui nous a démontré avec beaucoup d'acharnement dans les dernières années comment faire les choses de la mauvaise façon. Mais à part ça, on a le Canada sans le Québec où c'est 36 %. Donc, on est à 1 emploi sur 3 de créer du secteur public. Ici, c'est plus d'1 sur 2. Quand on regarde l'Ontario, on est à 3 sur 10, donc c'est encore plus bas. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne pas au Québec parce qu'il y a des impacts directement sur la masse salariale. Quand on analyse les dernières données du budget, ce qu'on voit, c'est on borde le 66 milliards de dépenses simplement en rémunération pour ces 600 000 et plus équivalents temps plein. Et comment tu l'expliques? Comment on l'explique? Quand on regarde ce qui s'est passé, là, c'est vraiment une explosion depuis l'arrivée de François Legault. Puis là, il y a différents secteurs. On a parlé d'enseignantes, on a parlé d'infirmières. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre le fait d'avoir plus d'infirmières dans un Québec vieillissant, notamment, où ça pèse de plus en plus lourd dans le budget, là, la santé et les services sociaux. On parle d'une augmentation qui est très, très forte au niveau des employés de soutien, notamment administratif et d'entretien. Et un des problèmes là, que j'ai envie de dire des documents gouvernementaux du budget, c'est le manque de précision sur les emplois. C'est des grosses catégories, puis on se dit, mais moi, des employés d'administration, un peu sur le responsable du BIC, là, je suis pas persuadé que j'ai envie d'avoir ça, mais c'est difficile après ça au niveau de la granularité de dire, c'est quoi concrètement que les gens font? On le sait que des infirmières et des enseignantes, on sait pas mal ce qu'ils font, puis on sait pas mal qu'ils sont incontournables. Donc, ça, c'est clair, mais si on conjugue les deux, les embauches des infirmières et des enseignantes, c'est moins que toute l'embauche des agents administratifs et d'entretien. Alors ça, pour moi, j'ai trouvé ça assez gravissime. Puis quand je dis embauche, c'est vraiment sous le gouvernement Legault. Et là, à ça, on ajoute aussi les milliers et les milliers et les milliers de cadres. Rémi t'en parlait un petit peu plus tôt. Quand on parle aux syndicats, c'est les cadres. C'est vrai que c'est les cadres qui ont été embauchés, mais ce serait, disons, assez partiel comme image de juste dire c'est les cadres qui ont été embauchés parce qu'à sur 100 000, ce sont moins que 10 000. Là. Donc, on a embauché ailleurs. Et ça, c'est problématique parce que c'est nous, là, les contribuables, qui payons constamment pour ça. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, bon, là, on va aller aussi, on parle beaucoup de ce secteur public, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, ouais, mais ça reste que c'est des bons emplois
d'emploi. Donc, au final, c'est l'argent, ça retourne dans l'économie, puis ça permet à des familles de vivre, puis de... Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est un bon point, mais quand on regarde notamment ce qui avait été produit par le directeur du bureau parlementaire du budget sur les emplois fédéraux, pour prendre un exemple, en 2029-2030, ça coûte 177 000 $ à l'État pour un emploi. Donc, évidemment, c'est un petit peu moins au Québec parce que la différence est plus faible. Quand on prend les emplois dans les entreprises privées à 200 employés et plus, qui est utilisé par l'Institut de la statistique du Québec, c'est des bons emplois, là, on parle pas des emplois dans les tout petites entreprises ou dans les cafés où on est 5-6, ça reste qu'ils sont plus payés au niveau de la rémunération, pas du salaire, mais au niveau de la rémunération. Ce que je viens de dire ici, c'est que ça nous coûte cher collectivement. Et même si on paye... Parce que tu as raison, Karima, de dire, si tu fais, par exemple, 90 000 plus tout, ou même 70 000 plus tout, le package public, c'est une belle rémunération, donc tu vas repayer de l'impôt, mais tu vas repayer une fraction de ce que tu coûtes à la société. Et fondamentalement, ce que ça vient dire, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que le public existe à cause des ressources du privé. Donc, plus le public est gros, plus il faut drainer au niveau du privé. Puis, il ne faut pas se surprendre quand on dit que la pression fiscale est énorme au Québec. Si on a une taille de l'État qui est énorme, si on a des programmes énormes, donc ça nous coûte cher, mais on a une masse salariale énorme, c'est évident que les taxes vont être élevées sur le contribuable. C'est évident que ce soit sur l'infirmière ou pas, mais au final, l'infirmière qui travaille pour le public, elle a plus d'argent du public qu'elle en donne du public. Exactement. Non, puis en plus, on va se dire les choses clairement, là, c'est plus difficile de créer un emploi dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, c'est le choix de la facilité. C'est le choix de la facilité, c'est plus facile. Tu fais ça automatiquement, tu fais ça de concert avec le syndicat, il est de ton bord. OK? Je veux dire, il n'y a pas de défi tant que ça à créer un emploi dans le secteur public. Donc, quand on nous dit à la CAQ, au gouvernement depuis 10 ans, nous, on a créé un nombre d'emplois, mais c'est pas les emplois les plus difficiles et les plus compliqués que vous avez créés. Puis c'est pas juste, je suis pas en train de dire qu'il faut se compliquer la vie pour rien, mais tu viens de le dire, c'est que ça a un coût. C'est des fonds de pension, c'est des fois aussi tu composes avec un monde qui change et tu dois quand même honorer un engagement auprès d'un employé qui peut-être ne fit pas dans le monde qui a changé. Mais là, tu peux pas parce que c'est ta vie. C'est ça la permanence, ta vie. C'est pour ça que Bernard Drinville vous laisse y attaquer d'ailleurs. Il a bien fait par ailleurs d'en parler, je trouve ça important, puis t'as dit quelque chose, pour moi, là, une des forces d'immobilisme au Québec qui est dure, puis qui explique en partie, pas que c'est politique, je pense, cet enjeu-là, mais les syndicats, aujourd'hui, avec la permanence à vie, avec le fait que c'est un combat de tous les temps de pouvoir renvoyer un employé, donc on y va par attrition, puis là, on veut faire attention. Donc, concrètement, là, la baisse du nombre d'employés de l'État, elle est minime. On embauche 30 000 employés de l'État pour peut-être l'année prochaine en réduire 2 000. On l'a vu dans le dernier budget. J'étais content quand même, il faut le mentionner. La nouvelle ministre, Mme Duranceau, du secrétaire du Trésor, a été capable de contenir cette augmentation-là pour cette année, ce qui n'était pas du tout le cas avec Sonia Lebel. Donc, il faut mentionner quand les choses sont bonnes. Par contre, ça a tellement explosé en matière de nombre d'employés. Puis il y a d'autres éléments économiques aussi qui sont sous-jacents. On peut penser à l'effet d'éviction. Si l'État est très intéressant à cause de ses bons salaires, sa bonne rémunération, on vient tout attirer les talents. Puis pour le secteur privé, c'est plus difficile. Puis Rémi t'a dit quelque chose qui est incontournable, c'est la question des travailleurs autonomes. On parle de travailleurs autonomes, entrepreneurs. Ce qu'on a vu, c'est que la dernière fois qu'il y a eu autant d'employés du secteur public au Québec en proportion, c'est-à-dire 24,9% pour les chiffres de juin 2026, c'est en juin 1983. Wow. Donc, ça fait 43 ans. C'est incroyable, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? On n'a jamais eu autant peu d'entrepreneurs, autant peu de travailleurs autonomes. La dernière fois qu'on en a eu peu, c'était en juin 80. Mais donc, tu fais une corrélation? Absolument. Parce qu'on vient tellement créer de certitude qu'avec ces emplois-là, on l'a dit, permanence, rémunération intéressante, fonds de pension, name it, comme on dit, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ça fait en sorte que le coût est beaucoup plus élevé de dire, moi, j'ai un bon emploi, là. Regarde, je veux pas dire que je suis sur le cruise control, mais ça va bien, je connais mes augmentations, je sais que mon syndicat va me faire monter ça. On l'a vu par ailleurs là, en 2023, 2024. Et tu parles aussi de la question du fonds de pension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, évidemment, si tu es travailleur autonome, puis si tu travailles dans... C'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu te le fasses toi-même, ton fonds de pension. Là. Tu le fais toi-même, tu payes beaucoup de taxes sur la masse salariale, 11,5 %, environ 11,8 % pour la RRQ et autres. Donc, c'est difficile. Alors, c'est sûr que le saut à faire est beaucoup plus grand dans l'entrepreneuriat et on le voit dans les chiffres. L'entrepreneuriat diminue, il y a moins de travailleurs autonomes et donc, je pense qu'au Québec, on va pas dans la bonne direction. C'est sûr que la pandémie a été dure parce que la pandémie, elle a démontré l'incertitude aussi d'avoir un emploi, mais il n'y a pas eu d'incertitude dans le public. Il n'y a pas eu de personnes qui se sont faites slacker, qui se sont fait renvoyer, c'est resté là. Il n'y a pas eu de problème dans le privé. C'était plus en dents de scie, c'est dur. C'est normal, l'économie en prenait un coup. Mais aujourd'hui, c'est le temps que le gouvernement du Québec réduise ça
en commençant par les fonctionnaires, qui sont ceux qui travaillent dans le tour à bureau. Puis un autre élément, pour élargir la conversation qui, je pense, est intéressante, vous avez parlé d'enseignants, vous avez parlé d'infirmières, c'est des gens qu'on a besoin, mais quand on permet de la concurrence, là, vous le savez, vous venez venir avec le privé, quand on permet de la concurrence dans ces secteurs-là, ça permet aussi d'avoir moins de pression sur les fonds de pension par la suite. Donc, il y a cette dynamique-là aussi. On arrête de dire que c'est tout au public, bien, peut-être qu'on réduit aussi la pression fiscale sur les Québécois. En tout cas, j'ai l'impression, je suis rendu un petit peu cynique sur cette question-là parce que c'est Philippe Richard Bertrand qui m'a fait embarquer dans son bateau, le bateau du cynisme. Là. Il y a près d'un Québécois sur 4 qui travaille pour le secteur public. On s'en va en élection, là. Les partis, il faut qu'ils composent avec cette statistique-là quand ils viennent à mettre de l'avant des politiques publiques. Ils savent que au débat des chefs, là, à peu près, si on prend la statistique, une personne sur 4 qui t'écoute, qui lui travaille dans le secteur public, je comprends cette personne-là de ne pas vouloir qu'on s'attaque à son château fort. Je comprends. Je ferais peut-être pareil. On défend nos intérêts dans la vie. C'est ça, la vie. Donc, comment on fait pour s'en sortir à ce moment-là? Je pense qu'il faut parler aussi... On a comme une conversation. J'aime ça quand tu as parlé d'une révolution tranquille de droite. On a une conversation à avoir. On est à 8,6 milliards de déficit. On a accumulé des gros déficits année après année. Puis il y a une question sous-jacente qui est la question de l'équité intergénérationnelle. Je pense qu'on doit en parler plus ouvertement de ça, l'équité intergénérationnelle. On a besoin d'investir en santé parce que justement, on a des personnes vieillissantes au Québec, mais on a besoin aussi de pas trop endetter les générations futures parce qu'on vient les ligoter là, dans leur avenir. C'est-à-dire qu'on va être obligé de payer plus d'intérêts sur la dette et donc on aura moins de marge de manœuvre pour avoir les programmes qui vont être, disons, appropriés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il va vraiment falloir avoir cette conversation. Eh bien, justement, on va l'avoir, puis on l'a, la conversation. Il y a aussi des pistes de solutions. Évidemment, dépendamment si on est sur l'échiquier plus à droite, plus à gauche. Bon, de votre côté, on vous à droite. C'est ça. Vous avez... Mais justement, à droite, à ce moment-là, c'est quoi les solutions proposées? La base ici, là, avant de dire qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, qui est absolument vrai, il faut recentrer l'État sur ses missions principales. Pour moi, la SAAQ, on en a parlé, quand on regarde en Alberta, la fourniture de services, c'est pas un employé d'État, c'est un employé du secteur privé. Donc, pourquoi ici, c'est un employé d'État où moi, toi, Karima, Rémi, les auditeurs vont devoir payer un fonds de pension par la suite? Je ne comprends pas. Donc, on recentre l'État sur ses missions principales. On permet également plus de concurrence. Donc, dans 5-10 ans, peut-être qu'il y aura moins d'infirmières dans le secteur public, mais le Québécois sera pas moins soigné. Le Québécois va arriver avec sa RAMQ, va être soigné au privé, au public. Donc, ça, c'est des mesures qui sont actionnables et qui doivent être débattues, je l'espère, en octobre 2026. On verra. J'ai hâte de voir ça. Moi, merci, Gabriel Giguère. Bye bye.